tac, c'est parti. Je partage mon écran. Tu me dis si tu vois. Ouais. Donc tu as pu arriver au bout de la semaine 2, toi, de ton côté? Non, pas encore. Pas encore, ok. Pas de Euh, retard, là. Non, pas de souci. Écoute, on va dérouler. Si tu as des questions sur des choses que tu as déjà vues, n'hésites pas. Si c'est des choses que tu n'as pas encore vues, tu peux aussi poser des questions. Donc ça permettra d'anticiper les prochaines visios sur la classe virtuelle. La semaine 2, il y a 2 volets importants. Le premier, c'est celui de la structure. Un projet doit avoir une structure. Le but est de pouvoir bien se schématiser le projet, bien le visualiser pour qu'il soit visuellement accessible pour toi en termes de ségrégation, mais aussi pour les autres, donc les personnes qui sont contributeurs au projet, et même ceux qui ne contribuent pas au projet, mais qui ont besoin d'avoir une information sur l'évolution du projet. La structure va servir à ça. Un projet, je propose qu'on le structure en 3 différentes grandes phases. Initiation, exécution et clôture. Donc l'initiation, c'est vraiment les prémices du projet où le but est d'arriver à un business case, à cas d'affaires. Donc c'est ce qui va un petit peu clôturer l'initiation. L'exécution, c'est vraiment la partie réalisation. Donc l'exécution va contenir l'ensemble des réalisations des livrables, des lots de travaux, de tout ce qui constitue ce qu'on attend du projet, va faire partie de cette grande étape, cette grande phase. Et la clôture est là pour faire le lien avec l'initiation. Le but est de pouvoir bien clôturer un projet et se dire qu'on va capitaliser sur l'expérience acquise, mais aussi lister ce qui a bien fonctionné et peut-être aussi pas bien fonctionné, de manière à pouvoir le lister et aussi le formaliser. Donc ces 3 différentes phases sont celles que je propose, mais tu pourrais tout à fait rencontrer des chefs de projet qui te diront ah non, mais un projet, c'est 4 phases ou 5 phases. Alors, j'ai pas d'arrêté là-dessus, mais souvent, ce qu'on va rajouter en termes de phases, ça va peut-être être une phase de planification. Et pour moi, la planification, elle est plutôt continue. Ça veut dire que lorsqu'on est dans la phase d'initiation, où on prépare le projet, il y a en effet une étape qui est la planification, où on va réaliser un planning du projet, où on va inscrire aussi dans le business case un planning qui va détailler l'ensemble des jalons, des étapes importantes, des différents aussi livrables. Et cette planification, certes, elle est réalisée en initiation parce qu'on a besoin de savoir comment le projet va se dérouler, mais cette planification, elle est continue puisque un projet, tout comme un projet de vie, on a un plan, mais il se passe pas toujours comme on l'a prévu. On va forcément subir un événement, plusieurs, qui vont impacter l'arrivée des livrables, des différents jalons. Et c'est pour ça que, de manière continue, dans la vie du projet, on va réviser un petit peu cette planification en se disant ah, on a eu un fait, on avait prévu d'avoir ce livrable-là en fin juin, avec ce qui vient de se passer, ce sera plutôt fin juillet. Et quelque part, la planification, c'est pas une étape arrêtée, mais c'est plutôt un fil rouge qu'on va voir tout au long du projet, puisque ces événements peuvent survenir à n'importe quel moment, les incidents aussi, les risques, et donc c'est ce qui va faire en sorte à ce que la planification soit continue. Donc je peux pas l'inscrire comme une phase à proprement parler, qui a un début et une fin. Une autre phase que certains chefs de projet aimeraient rajouter, c'est une phase de design, d'architecture, de dessin de la solution. Alors oui, c'est une étape à proprement parler dans un projet, puisque c'est important de pouvoir se dire qu'on va schématiser ce à quoi vont ressembler les livrables. En revanche, difficile de dire si cette étape de design s'inscrit forcément dans entre quelques étapes que j'ai proposées moi. Le design peut faire partie soit de l'initiation, soit de l'exécution. On le voit avec, je ne sais pas si tu es arrivé jusque-là, mais avec les différents projets qu'on a à ségréguer. Donc l'exercice, la mise en pratique, qui donnait 3 projets. Il y en a un qui était sur la création du logo. Et en effet, il y a forcément une étape de design où on va se dire à quoi va ressembler le logo. Est-ce que le logo, je propose qu'on le prépare, qu'on le dessine en phase d'initiation pour qu'on puisse savoir
à quoi va être la cible, à quoi va ressembler la cible. Ça veut dire que lorsque l'étape de design, la phase de design fait partie de l'initiation, cela implique que lorsque l'initiation est terminée, on sait combien va coûter le projet. On l'inclut dans le business case, puisqu'on connaît les dimensions du logo, on sait quel support il va falloir découper, quels supports vont être imprimés, et quelque part, on sait combien l'ensemble va coûter. Ou bien on se dit que le design fait partie de la phase d'exécution. Ça veut dire que lorsqu'on termine l'initiation, on a cette petite variable, ce petit point d'interrogation qui va nous dire, ben voilà, on prévoit d'avoir tant de budget. Par contre, en fonction du design qu'on va réaliser, ce sera peut-être plus ou moins 10, 20 000 euros, 40 000 euros, on ne sait pas. Mais on a ce point d'interrogation où en fait on ne sait pas à quoi va ressembler le design de notre logo. Donc on le met dans l'exécution, mais sous prétexte qu'on rajoute plus ou moins tant de sous. Et lorsque cette étape de design est réalisée, on affine et on se dit, bah, OK, on est dans les clous, ou bien il nous faudrait peut-être plus de sous, et dans ce cas-là, on rentre dans un processus où on a besoin d'une approbation pour commencer l'exécution vraiment. Et donc le design est un livrable de l'exécution dans ce cas-là. Donc c'est important de pouvoir le comprendre, mais ce qui est important, c'est d'avoir un minimum de phases possibles, et c'est pour ça que initiation, exécution, clôture sont là pour exister, mais que design peut soit faire partie de l'initiation, soit de l'exécution, c'est pas une faute. Donc voilà pour les différentes phases du projet. Est-ce que par rapport aux différentes phases, est-ce que tu as des questions? Non, ça va, ouais, c'est clair. Ensuite, ce qui est important dans l'exécution, c'est qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, des livrables. Donc l'exécution va être composée de plusieurs livrables. Et ce qui est important, c'est comment on va les définir, mais aussi comment définir les lots de travaux qui sont les activités les plus petites que l'on peut avoir au sein d'un projet. Ça veut dire que pour obtenir un livrable, il nous faut avoir un ou plusieurs lots de travaux. Donc ces lots de travaux peuvent être une combinaison on peut avoir une combinaison de plusieurs lots de travaux pour obtenir un livrable, ou bien on peut avoir un livrable qui est exactement nécessaire pour avoir un lot de travaux pour obtenir un livrable. Donc cette particularité, elle est subtile, mais il faut vraiment pas s'arrêter sur les termes. Les lots de travaux, c'est des petites étapes. Les livrables, c'est une étape à proprement parler qui est plutôt un jalon, qui est une étape projet qu'on peut quantifier. Si on parle de la construction d'une voiture, une voiture est composée d'un châssis, d'un moteur, et il y a cette partie d'assemblage. On peut considérer que ces trois choses que je viens de dire sont des sous-phases de l'exécution, que le châssis est un livrable, et pour obtenir le châssis, il faut récupérer le métal, le faire fondre, etc., etc. Donc ce sont des petits lots de travaux qui vont faire en sorte à ce qu'on obtienne ce livrable, et les lots de travaux sont vraiment les activités les plus petites. Maintenant, ce qui est important de pouvoir réaliser, c'est comment on va créer ces lots de travaux, et c'est ce qui est très délicat, surtout lorsqu'on n'est pas dans un contexte connu. Il m'est arrivé, moi, d'arriver dans un contexte industriel où on m'a demandé de réaliser des activités en informatique, et pour lequel, dans ce domaine-là et pour ce client-là, j'avais pas forcément de connaissances. Donc ce qu'il était important de pouvoir faire, c'était de bien lister les activités en tant que chef de projet, et comme je ne les connaissais pas toutes, de me faire aider par une personne sachante, un architecte, un technicien, peu importe, mais simplement pour mettre des mots sur ce qui va être fait. Et pas simplement dire aux équipes, faites et dites-moi quand ce sera fini, parce que là, du coup, ça peut partir dans le champ des possibles, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. En tant que chef de projet, on veut vraiment avoir de la maîtrise. Il existe une méthode qui s'appelle la méthode des 8-80. Je ne l'ai pas forcément exposée sur la plateforme, mais elle est intéressante dans beaucoup de contextes, peut-être pas tous, mais cette méthode, elle permet de créer des lots de travaux. Ça veut dire qu'elle permet d'identifier quel lot de travaux sera pertinent, comment on va constituer un lot de travaux. La méthode des 8-80, elle dit que pour un lot de travaux pertinent, il faut que ce lot de travaux soit constitué entre 8 heures et 80 heures de travail effectif. Cela veut dire que si pour réaliser un lot de travaux, il nous faut une personne, donc il y a une personne qui en est le responsable, ça veut dire que cette personne-là doit réaliser entre 8 heures et 80 heures de travail pour qu'on puisse se dire que c'est un bon lot de travail, que c'est une activité petite mais pertinente.
En revanche, si on a 2, 3 ou 4 personnes qui doivent être investies dans un lot de travail, du coup, les 8-80 heures vont être réparties sur ces 3-4 personnes. Pas forcément de manière égale, hein. On peut avoir une personne qui fait 8 heures de travail, une autre qui en fait 15, une autre qui en fait 20. Ça veut pas dire qu'il faut diviser équitablement ces 8 heures, 80 heures de travail, mais l'ensemble de leurs activités doivent être compris entre 8 heures et 80 heures. Lorsqu'on n'est pas dans un domaine connu, ça permet de se dire, lorsqu'on liste toutes les activités, de réaliser une ségrégation des tâches et de se dire que là, ok, on arrive à 88, ok, qu'est-ce qu'on peut enlever pour faire 80 ou arriver un petit peu en dessous, ok, là on a une étape. Et exactement de cette manière-là, à chaque fois, pour obtenir des livrables. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la structure? Et merci Karine de nous rejoindre. Bonjour à toi. Moi, j'ai une question parce que enfin, c'est peut-être un peu hors sujet. Je ne sais pas si ce sera vu pendant la formation, mais à quel moment on décide de la méthode de projet, c'est-à-dire par exemple en cycle en V ou en méthode agile, des choses comme ça? Alors, c'est vraiment au début du projet, donc dans l'initiation. Le business case doit inscrire l'information de la méthodologie projet qui va être utilisée, puisque dans le business case, on parle aussi de planification, donc on a un planning avec des étapes, et les étapes vont forcément suivre une méthodologie qui est inscrite. Donc, il faut dès le départ qu'on puisse savoir sur quelle méthodologie on va se baser. De ça va découler la manière dont on va calculer le coût du projet, la manière dont le projet va être découpé, qui va être impliqué et comment. Et c'est pour ça que dès le départ, on doit savoir, donc à l'initiation, on doit savoir quelle méthodologie utiliser. Et méthodologie projet, on va le voir en semaine 4. Donc c'est la 3e journée de la semaine 4, avec différentes méthodologies projet qui existent, dont Agile, dont Cycle en V et Prince2. Donc ce sera très condensé en termes d'information, mais on le verra à ce moment-là. Ok, merci. Je t'en prie. Karine, est-ce que tu as des questions? Alors, je n'avais pas de question sur la partie structure. J'avais plus une question après sur la partie des outils à utiliser. Alors dis-moi, je t'écoute. En fait, si j'ai bien compris, il vaut mieux utiliser par exemple Excel que l'on peut maîtriser, plutôt que d'aller sur un outil qui aujourd'hui, on n'a pas encore la pertinence. Je me disais par exemple pour l'outil méthode.com, non, monday.com. Moi aujourd'hui, je maîtrise pas. Bon, je vois que c'est assez intuitif et que ça peut s'apprendre assez rapidement. Mais je pense que, mon sentiment, c'est que pour démarrer, il vaut mieux que je démarre sur Excel avec ce que je sais faire, puisque je pense maîtriser un peu plus, que de partir sur un nouvel outil que je maîtrise pas. Alors, c'est vrai qu'un nouvel outil sera toujours nouveau. Et mon discours est pas de ne pas aller vers la nouveauté, mais c'est plutôt de savoir quel est le degré de pertinence pour utiliser un nouvel outil. Et c'est vrai que si on a un petit projet, qu'on démarre sur, en tout cas qu'on démarre sur un petit projet, et on connaît bien Excel et qu'on sait bien l'utiliser, pour le moment, il n'y a pas de nécessité d'aller tout de suite vers un outil, collaboratif en ligne comme monday.com. Plutôt, de garder ce qu'on sait faire puisqu'on commence petit. Par contre, demain, je sais que je vais travailler sur un projet d'envergure. Je sais qu'il va y avoir, une multitude d'équipes, qu'elles sont, toutes formées un petit peu à la gestion de projet, qui ont un petit peu de connaissances par rapport à ce sujet-là. Que je connais Excel, mais que je sais que si je vais commencer à travailler sur Excel sur ce gros projet-là, ça va me prendre du temps. Dans ce cas-là, je serais peut-être tenté d'utiliser un outil collaboratif en ligne parce que je sais qu'il va m'être utile. Mais si je démarre sur un projet où je sais qu'on est 3 personnes, que c'est juste un test pour savoir si ça va marcher ou pas, bon, je pense que autant commencer sur Excel. Si ça marche et que vraiment il y a besoin d'utiliser un outil collaboratif en ligne, je peux le faire par la suite, c'est possible. Mais autant commencer petit avec ce qu'on sait faire, pour bien démarrer et être sûr de démarrer quelque part. Ok, merci. Je t'en prie. Sur la partie, compétences, qui est le dernier volet de cette semaine, c'est vrai que j'axe,
vraiment la partie compétence sur comment être un chef de projet ou une chef de projet performant. Le chef de projet a des activités qu'il doit réaliser, de manière quotidienne, chaque semaine, chaque mois et c'est vrai que j'ai listé, dans cette semaine, hem, l'ensemble de tout ce qu'on peut, réaliser en tant que chef de projet et qui peut être important à réaliser. Par contre, c'est pas forcément une nécessité de réaliser tout ce que j'ai proposé. Il est possible que dans votre projet, il y ait, peut-être des activités qui ne soient pas nécessaires, notamment par rapport à la partie, financière. Je sais qu'en tant que moi, en tant que chef de projet aujourd'hui, les clients pour lesquels je travaille ne me demandent pas, de suivre un business case, de leur reporter le temps, réalisé par les équipes, de faire ce suivi financier. Donc j'en ai pas besoin aujourd'hui. Mais pour d'autres clients précédemment, on me demandait de tenir le business case, de leur donner des chiffres, et quelque part, c'est quelque chose qui était important de réaliser. Donc c'est pour ça que j'ai tout proposé, mais voilà, c'est utilisable à la carte. Maintenant, ce qui est bien avec cette activité-là, c'est que en tant que chef de projet, c'est bien de pouvoir le planifier, de pouvoir l'identifier et de se dire que chaque semaine, on a un bloc temps qui est prévu pour réaliser cette activité-là, pour être sûr de ne pas l'oublier et d'être sûr qu'on aura tout fait, chaque semaine, chaque mois, et ça permet de se préparer et d'être organisé. Et ça permet de ponctuer un petit peu son quotidien qui est déjà bien chargé, mais le fait de programmer à l'avance les activités qui sont importantes vous permet d'être plus serein dans votre organisation, mais aussi dans votre travail. Par rapport aux qualités du chef de projet, ce qui est aussi important, c'est de bien s'asseoir sur les différentes, activités qui sont nécessaires. La communication, être un bon communicant, c'est important puisque la communication en tant que chef de projet, vous avez bien vu, hein, la première journée, j'ai partagé les différents acteurs possibles dans un projet et c'est vrai que, ne serait-ce que par rapport aux acteurs du projet eux-mêmes, la communication va être importante. Et être un bon communicant, c'est pas simplement partager, des informations, communiquer par mail, ou avoir des réunions. C'est communiquer à bon escient, à la bonne personne, à la bonne fréquence, et savoir et toujours essayer de se mettre à la place de l'interlocuteur qui se trouve en face de vous et de savoir: est-ce que ce que je lui dis va être pertinent? Est-ce que ça lui est utile? Est-ce que ça va être utilisé? Puisque réaliser des communications pour communiquer, si ça n'a pas, d'effet, s'il n'y a pas d'impact, c'est du temps perdu. Donc il vaut mieux communiquer en s'assurant qu'il y ait une action qui soit entreprise, plutôt que de communiquer juste pour communiquer et de se dire qu'on l'a fait, mais quelque part, si vous l'avez fait, mais que ça sert à personne, bah, c'est du temps perdu. Donc c'est toujours bien de pouvoir bien prendre en compte cette partie communication, mais aussi d'utiliser les outils, comme on a vu la semaine dernière avec le plan de communication, avec, la matrice si elle est nécessaire, pour s'assurer qu'on a bien vraiment tout listé. La réactivité, là aussi, c'est quelque chose d'important puisque lorsque, vous allez peut-être être amené à devoir, subir une décision, par exemple, le commanditaire qui vous dit: «Ben, voilà, on souhaite, réduire pour toute l'entreprise, les différents budgets d'environ, 10 et on souhaite, par conséquent, éviter de livrer, ce livrable-là». C'est important de pouvoir réagir tout de suite pour éviter soit, hein, que le livrable soit, en cours de travail, qu'il soit démarré, soit qu'il soit trop avancé et quelque part on n'aura pas respecté la décision. Si on prend notre temps un petit peu, hein, si c'est pour schématiser, avant de prendre une décision et de dire et de partager l'information aux différentes équipes, ça va avoir un effet boule de neige et quelque part on aura du mal à respecter l'engagement. La réactivité dans ce sens-là, c'est important. Aussi, lorsqu'on a des absences et cetera, c'est bien, lorsqu'on travaille en équipe, de pouvoir communiquer de manière efficace et être réactif, pour être sûr de tenir le projet en bonne voie. Le sens humain, ça paraît naturel. Aujourd'hui, on travaille encore entre êtres humains, pas encore forcément systématiquement avec des robots. Peut-être qu'on y viendra. Mais c'est important, lorsqu'on travaille dans un projet de pouvoir parfois le temps d'une petite minute, lorsque une réunion démarre, de partager un fait anodin qui sort du contexte du projet. Ça permet simplement aux autres personnes qui travaillent avec vous de se dire: «OK, oui, il est là ou elle est là pour le projet, mais bon, pas que, c'est aussi un être humain
Elle a des sens, elle a des sentiments, elle a eu une mauvaise nuit parce que le petit s'est levé, etc. C'est possible. Alors l'idée n'est pas de s'étaler, mais simplement de partager un fait qui permet toujours aux personnes de se dire ah oui, en fait c'est un être humain, il est comme nous. C'est pas parce qu'il est chef de projet ou qu'elle est chef de projet qu'elle a plus d'attentes ou qu'elle est différente. Donc c'est important de toujours partager un petit peu un fait qui permet aux personnes de se raccrocher. Un jour, peut-être, ce sera une personne de l'équipe projet qui viendra vers vous pour vous partager un fait important et ça vous permettra aussi de vous adapter à la situation. Le sens de l'organisation, c'est aussi important. Alors, je le partageais par rapport au quotidien complet aussi. Des exemples que je peux partager, c'est notamment d'avoir des références qui sont les mêmes entre, par exemple, votre planning projet, où vous avez des références qui viennent au début du nom des livrables, que vous raccrochez dans une communication par mail, vous utilisez la même référence. Ça permet aux personnes de savoir, OK, je sais de quoi il ou elle parle. Ah oui, il faisait référence au livrable A223, OK, je le vois dans le planning, il se place là. OK, je vois que OK, c'est organisé, il y a un lien, c'est lié. Hem, ça permet aux personnes qui travaillent avec vous de sentir que les choses sont maîtrisées et qu'elles sont listées et qu'elles sont organisées. Il y a aussi tout ce qui permet d'être proactif, donc dans la préparation de vos réunions, d'avoir les réunions qui sont programmées à l'avance avec, peut-être une note envoyée 1 ou 2 jours avant en disant: «Beh, voilà, attention, dans 2 jours, hein, on a notre point, pour parler de ce sujet-là. N'oubliez pas que j'attends, de vous, d'avoir telle ou telle information, donc préparez votre réunion». Ça permet aux personnes d'être aussi préparées et de se dire: «OK, là, il va attendre des choses. On va pas arriver en découvrant, on arrive et en fait, on sait déjà ce dont on va parler». Ce sont des petits tips, qui permettent aux personnes de savoir déjà, et d'anticiper un petit peu, ce qui va se passer. Voilà, ce sont des petits exemples. Ensuite, par rapport à la collaboration, c'est important de pouvoir toujours créer du lien. Donc, je fais un peu le lien aussi avec la partie, être humain, dont je parlais juste avant. Créer du lien avec les personnes qui travaillent avec vous, c'est important puisque les équipes projet, la chefferie de projet, la gestion de projet, c'est du travail collaboratif. En tant que chef de projet, on ne peut pas avancer seul. Un projet qui implique des personnes et des équipes, permet de faire en sorte à ce que des personnes travaillent ensemble, et qu'il y ait, un sens logique, dans l'organisation des choses. Donc le fait de créer du lien avec un petit peu d'humain, mais aussi avec des communications, bidirectionnelles, donc pas simplement de vous à eux, mais aussi de eux vers vous, les inciter à partager, ça permet de créer un vrai sens, le vrai sens d'une équipe, mais aussi de travailler dans le même sens par rapport à un projet commun. Hem Et il y a un autre fait qui est important à mon sens, c'est la partie célébration de succès. Beaucoup trop, hein, dans les projets, dans lesquels j'ai évolué, on souhaite, mettre en avant ce qui ne marche pas pour essayer de cibler ce qui ne marche pas et essayer de le résoudre, ce qui est, important, hein. C'est vrai que, j'ai des commanditaires qui sont venus vers moi en me disant: «Écoute, Choi, je veux, voir d'abord la première page, ce qui marche pas, les problèmes, je veux absolument savoir prendre les décisions sur ce qui marche pas, c'est important». D'accord. Ça ne vous empêche pas, en tant que chef de projet, de partager une page d'après par rapport à ce qui marche. Attention, voilà, là, on a parlé des problèmes, juste pour 2 minutes. La semaine dernière, on a pu, réaliser ça. Là, ça a été fait dans les temps. Merci à telle personne qui a résolu un souci très important et qui a évité de. Ça prend 2 minutes. C'est peut-être juste une parole, peut-être juste une communication par mail, mais ça permet, aux personnes de comprendre aussi qu'il n'y a pas que des choses mauvaises qui se passent, mais aussi des choses bonnes qui se passent et de se dire que et les gens qui travaillent avec vous sont impliqués à se dire, ben, on m'a mis en avant par rapport à un truc que j'ai bien fait, et quelque part ça fait plaisir et donc ça implique davantage les gens à s'impliquer dans le projet et de se dire que, bah, ils vont peut-être faire quelque chose de bien qui va être reconnu, qui va être partagé et là aussi, ça permet de cultiver une atmosphère positive au sein du projet. En plus du fait d'avoir du lien, en plus d'avoir ses succès, le fait de partager, même si ça coûte pas grand chose, de partager ce qui marche, permet aux personnes d'être, encore un peu plus impliquées. Quel est, votre positionnement par rapport à tout ça? Je vois que Karine nous a quittés, mais je pense que c'était un problème technique. Est-ce que tu as des questions, Calixte? Pardon, j'étais en mute. Ouais, pas de souci. Euh,
En fait, moi, ce que je trouve toujours un peu compliqué, c'est le télescopage de projets. Et donc, en fait, comme j'ai été plutôt dans des missions d'exécution, euh, et ben, en fait, le commanditaire lui-même, il est dans un projet. Et en fait, nous, c'est lui-même qui établit beaucoup de choses enfin, ouais, en fait, j'arrive pas à voir comment on peut tout prévoir. Enfin, je pense qu'il y a un moment où les gens prévoient le côté, bah, ça va être un projet qu'on va confier à une autre entreprise. Ça, Euh, ça va dépendre en Enfin, effet je du parle contexte, hein. C'est pas vrai. tout à fait sur la communication là, mais ouais, pardon. Moi, je me rappelle que c'est toi la semaine dernière hein, qui disais t'avais peut-être il y a un projet parallèle sur lequel il y a peut-être une dépendance, etc. Mm. Donc oui, ça se comprend. Et en effet, en fonction du contexte, ce qu'on va prévoir sera peut-être la conséquence. Enfin, la conséquence sera peut-être d'avoir un projet qui va suivre, mais le but c'est de prévoir ce qu'on peut prévoir au maximum. Et parfois, ce qui m'est aussi arrivé, c'est de le faire avec des suppositions. C'est-à-dire, on prévoit que le projet dure un an, on met des jalons, même si ils sont pas réalistes, mais au moins ils sont là. Et le but est simplement de les mettre à un endroit pour demain les ajuster et se dire qu'on les affine au fur et à mesure qu'on avance. On propose quelque chose de plus clair, une vision plus synthétique et plus claire. Lorsqu'on avance, on a un peu plus d'informations, donc c'est plus légitime euh, d'ajuster des choses qui étaient supposées dans le passé, quoi. Mhm. Karine, est-ce que tu as des questions? Est-ce que c'était clair pour toi? Non, j'ai pas de questions aujourd'hui, c'était clair. Si pas d'autres questions pour aujourd'hui, la semaine prochaine, enfin en tout cas cette semaine du coup, vous allez anticiper et vous allez devenir proactif dans la gestion de projet. On va parler beaucoup de risques, d'incidents, de problèmes. C'est la semaine que j'affectionne le plus puisque c'est des activités projets qui sont importantes et qui permettent d'avoir un peu plus de maîtrise dans un projet. Donc, n'hésitez pas à bien suivre cette semaine-là et à me partager vos questions si vous en avez. Je vous partage dans l'après-midi la correction des exercices de la semaine 2. Si vous n'avez pas tout fait, n'hésitez pas à jouer le jeu et regarder uniquement ce que vous avez fait ou d'attendre de réaliser tous les exercices avant de regarder. Autrement, tout sera partagé sur Padlet normalement cet après-midi. Et je vais continuer dans la progression de la correction de vos exercices. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On se voit lundi prochain, hein, c'est On ça? se voit lundi prochain, oui. La semaine prochaine, D'accord. on aura deux classes virtuelles, lundi et vendredi. Ouais. Merci beaucoup. Bonne semaine, à bientôt. Merci. Au revoir.